Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Cette semaine, dans l'édition du 5 avril 2018, le GMF de la Matapédia vous annonce que ces 3 cliniques offrent dorénavant des consultations médicales sans rendez-vous du lundi au vendredi. On vous informe des éco-régionales du budget provincial du ministre Laitao. L'équipe de Cosmos Matapédia vous propose des ateliers d'information sur la gestion du temps passé devant les écrans en ce mois d'avril. La Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia renouvelle son concours Mon AGA 2018 pour vous inviter à son assemblée générale annuelle. Le Cercle des fermières d'Amqui vous invite aux festivités de son centenaire. Le marché public matapédien vous invite aussi à la fête de l'érable. Marie-Michel Voyer présente les films à l'affiche au cinéma répertoire dans notre chronique avec le Cinéma Figaro, Le temps de popcorn. Et pour terminer, Jessie Proulx vous invite à voyager avec les petits explorateurs. Ce mois-ci, rencontre avec Sacha Bureau-Lafontaine qui nous amène à une destination mystère. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Nous sommes au GMF de la Matapédia. Nous avons rencontré William de la Chevrotière, coordonnateur, et Dr Jacinthe Vallée pour une annonce importante concernant le sans rendez-vous. Vous avez annoncé une grande nouvelle pour la population matapédienne. Tout récemment, en fait, les gens de la Matapédia auront accès à du sans rendez-vous 5 jours par semaine. Comment ça se détaille, en fait? Comment on peut avoir accès à notre médecin de famille 5 jours par semaine? En fait, il s'agit pour la population d'appeler dès 8 heures le matin dans la clinique de son choix, c'est-à-dire qu'aux Abscal, lorsqu'elle est ouverte le mardi ou le mercredi, à Sébec durant 16 heures d'ouverture ou à Amqui du lundi au vendredi à partir de 8 heures. Et puis, en fonction de la disponibilité et de la priorité de l'appel, en fonction de sa raison de consultation, il y a une place qui va lui être octroyée. Est-ce qu'on voit automatiquement notre médecin de famille ou c'est le médecin qui est disponible ce matin-là qu'on rencontre? Écoute, lorsque le médecin de famille est disponible, on essaie de faire un match patient-médecin. Donc, quand c'est possible, oui, le patient va pouvoir voir son médecin de famille parce qu'on sait que la relation entre les deux est importante, mais n'importe quel médecin pourrait voir un patient sans rendez-vous. L'objectif d'un sans rendez-vous, c'est de venir consulter pour un problème qui est mineur. C'est pas un rendez-vous de suivi. On a une problématique médicale immédiate. Donc, n'importe quel médecin peut s'occuper du problème. Mais oui, on essaie de faire une association patient-médecin quand c'est possible. Et pourquoi avoir fait le choix, en fait, d'offrir maintenant du sans rendez-vous? On savait qu'avant, il y en avait le mercredi matin. Maintenant, tous les jours. Qu'est-ce qui vous a poussé à la réflexion d'offrir ça à la population matapédienne? On voudrait changer un petit peu la façon dont les gens prennent leur rendez-vous ou la façon dont les gens consultent à l'urgence aussi. Les problèmes mineurs, on ne pense pas que l'urgence est un bon endroit pour faire ça. Quand on peut leur offrir des plages horaires rapides ici au GMF, on pense que c'est une meilleure façon de consommer les biens qui viennent de la santé finalement. Mais c'est certain qu'on ne veut pas brimer non plus le choix des clients. Les clients sont toujours libres, mais de toujours avoir un petit réflexe de nous appeler peut-être avant, de valider si on peut leur offrir quelque chose qui leur convient. C'est ce qu'on apprécierait de la population.
On veut vraiment essayer d'amener les gens à consulter plus rapidement, mais aussi dans leur clinique où ils sont affiliés, je vous dirais. Et d'avoir la possibilité aussi de rencontrer, oui, les médecins sont là, sont présents. Il faut être logique aussi, c'est les mêmes médecins que vous allez voir à l'urgence. Hein? On est une équipe qui fait de tout, on est une équipe polyvalente, mais aussi de rencontrer les IPSPL qui sont des infirmières praticiennes de première ligne et qui sont là aussi pour répondre à votre besoin. Puis de façon ponctuelle aussi, les infirmières cliniciennes sont là aussi avec l'aide de certains protocoles dont, je vous dirais, surtout les infections urinaires, elles peuvent dépanner quand même plusieurs clientes. Parfait. Un peu de statistiques, peut-être. Ça regroupe combien de médecins, en fait, et d'infirmières, le GMF de la Matapédia? Donc, en bref, en chiffres, le GMF de la Matapédia, c'est 19 médecins, 3 infirmières cliniciennes, 2 infirmières spécialisées, les IPS dont Dr. Vallée parlait. C'est 2 infirmières spécialisées en maladies chroniques, un travailleur social et une belle équipe administrative pour servir les clients. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. Parfait. Et avez-vous des statistiques un peu sur le nombre de consultations à chaque année? Est-ce que c'est chiffré, ça? Oui, les nombres de consultations sont chiffrés. Tout professionnel confondu, on parle de 24 000 environ consultations. C'est 24 000 patients qui sont vus en GMF, que ce soit par le travailleur social, par les infirmières ou par les médecins. Et on remarque, en fait, à l'extérieur qu'il y a des gros travaux qui se passent en ce moment dans vos bureaux, ici à Amqui, au GMF d'Amqui. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus de services sur place? C'est juste un réaménagement? Oui aux 2 questions. Il va y avoir plus de services sur place dans la mesure où on a transformé 5 bureaux en 9. On s'attend à accroître le nombre de professionnels qui pratiquent en GMF à moyen terme. Il va y avoir plus d'espace pour les accueillir. C'est une modernisation qui aussi était due parce que la bâtisse était vieillissante. Mais ça va nous permettre d'offrir une image renouvelée à notre clientèle aussi. Super. Est-ce qu'il y a des médecins, des nouveaux médecins qui sont attendus dans la Matapédia? Avez-vous quelque chose là-dessus? En fait, on a 3 nouveaux médecins qui sont attendus, mais malheureusement, on en a une qui va quitter aussi. Donc, vous savez, c'est quand même... On est toujours en pénurie ici dans la Matapédia. Le pôle Est du CIS du Bas-Saint-Laurent a de la difficulté à recruter ou à conserver ses acquis. Fait que cette année, c'est 3 nouveaux qui arrivent. Normalement, on devrait être à peu près, je vous dirais, 31 omnipraticiens. On est présentement 24. Okay. Donc, vous voyez qu'on veut vous offrir des services, mais on a la limite du nombre aussi. On doit faire des choix, mais on pense que, évidemment, quand on peut régler un problème en première ligne, on pense que c'est un bon choix. Plutôt que d'attendre que le problème se chronicise, on veut donner vraiment le service dans le temps requis puis à la bonne personne, surtout au bon endroit. Qu'est-ce qui fait que les médecins ne restent pas dans la Matapédia? Est-ce qu'il y a... c'est-tu un manque de service, la vie autour, ou c'est vraiment l'appel de plus de défis, peut-être? Je vous dirais, les gens, quand ils viennent s'installer, ils restent quand même plusieurs années. Malheureusement, vous savez, le problème, un des problèmes immédiats, c'est qu'on est une petite ville. Et puis, il faut trouver généralement un emploi pour le conjoint ou la conjointe. Voilà. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. On a recruté une médecin par la bande où son conjoint s'est fait offrir un poste de pro-golf au golf d'Amqui. Ce qui fait qu'on a récupéré une nouvelle médecin. Wow! De cette façon-là, mais je vous dirais merci au club de golf. Mais c'est extrêmement difficile. Il faut rester toujours sur le mode recrutement. Écoutez, on a des antennes un petit peu partout, mais c'est un ensemble de facteurs, je vous dirais. Mais le milieu, quand les médecins viennent ici en stage, tout ça, ils sont contents parce qu'ils font vraiment une pratique polyvalente. Puis je vous dirais, les gens qui sont ici depuis des années, ils sont contents de ça parce que c'est vraiment une pratique qui est polyvalente, où on voit de tout, où on fait de tout. Fait que ça, c'est un bon challenge. Puis les gens qui viennent ici quelques années puis qui retournent ailleurs, ils nous disent toujours, on est tellement contents parce qu'on a vraiment une base solide. On peut aller n'importe où après ça. C'est vrai, dans le fond, puisque c'est un petit milieu, on expérimente beaucoup plus de choses que quand on est dans une grande hôpital et qu'on travaille que dans un service. On est en première main, donc c'est pas le résident qui va le faire pour toi, c'est toi qui dois le faire. Oui. T'es les seules mains libres, c'est toi. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci de votre temps. On rappelle que à partir de maintenant, vous pouvez appeler dans l'un de vos 3 points de service de GMF pour avoir du sans rendez-vous
à tous les jours de la semaine. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci. Merci beaucoup. La semaine dernière, le ministre des Finances, Carlos Letao, dévoilait son budget 2018 aux saveurs préélectorales. On en parle avec le professeur d'économie au Centre matapédien d'études collégiales, M. Patrick Fleury. La semaine dernière, on a eu un budget provincial qui a été dévoilé. On en a entendu parler sur plusieurs plateformes. On vous a interpellé pour avoir les échos un peu plus peut-être régional. On va commencer par faire le survol de ce qui a été annoncé. Évidemment, on est en année électorale. On a des élections qui s'en viennent en octobre 2018. On l'a quand même senti un peu dans le budget, non? Oui, bien effectivement, ce qui est ressorti beaucoup, là, c'est l'augmentation des dépenses. Puis si on regarde, il faut toujours voir d'où viennent ces augmentations de dépenses-là. Puis on a fait des sacrifices dans les dernières années, puis je pense que les Québécois, les Matapédiens sont pas dupes de ça. C'est un peu comme, je disais à mes étudiants, c'est comme si on mange des ramen puis du craft dinner pendant 2-3 ans, puis là, oups, on arrive, puis qu'est-ce qu'il y a à la table? De la fondue chinoise, puis de la fondue au chocolat. Quelqu'un qui est moindrement intelligent va se poser la question, comment ça qu'on a de la bonne nourriture de même sur la table? Donc, c'est un peu une caricature, mais c'est quand même pour faire comprendre qu'effectivement, les dépenses ont augmenté là, dans ce budget-là. Mais il est équilibré. C'est un budget équilibré. Ce qui veut dire qu'on n'emprunte pas pour nos dépenses, donc ça n'augmente pas la dette. Et puis pour ça, il y a eu quand même des petites entourloupettes. Le gouvernement a quand même allé payer, je pense, 1,6 milliard dans une réserve de stabilisation pour que les chiffres balancent. Mais bon, étant donné que c'était de l'argent qu'on avait économisé dans les dernières années, ben, on pige un petit peu dans le compte épargne. Puis pour cette année, ben, on égalise les recettes puis les dépenses. Oui. Ça avait été coupé quand même pas mal dans les 3 dernières années, surtout dans les 2 premières années de mandat des libéraux. Et puis là, tout d'un coup, en santé, notamment en éducation, on a pratiquement triplé le pourcentage de dépenses, là, même jusqu'à quadruplé, je pense, dans un certain cas, cette année. Qu'est-ce qu'on va voir comme grosse augmentation de dépenses? Bien, on va commencer. Bien, moi, j'avais fait un petit plan de match comme ça. Le poste, la plus grosse dépense, le plus gros poste de dépense du gouvernement, c'est la santé. Ça, c'est hors de tout doute, puis on sait pourquoi. La population vieillit. Quand tu vieillis, tu nécessites nécessairement un petit peu plus de soins de santé. Cette année, on a eu 4,6 % d'augmentation des dépenses. Donc, c'est plus que l'inflation. Hein. Généralement, l'inflation, on dit que c'est 2 % par année. Fait que on se base un peu là-dessus. Fait que quand on dépense un peu plus que 2 %, ben là, on parle de rattrapage ou d'injecter un peu plus d'argent. Donc, 4,6 %, c'est quand même le double de l'inflation. Des exemples, 462 millions pour améliorer l'accès aux services, certains services sociaux et aux aînés. Là, on connaît le dossier des médecins versus les infirmières qui demandent d'avoir de plus d'embauche, puis ainsi de suite. Dans ce montant d'argent-là, il n'y a rien de strictement écrit, réservé. Il n'y a pas d'enveloppe réservée aux infirmières. Fait que c'est ça qui est un peu triste pour eux autres, dans la mesure où que c'est les gestionnaires des établissements qui vont pouvoir gérer à leur façon ces montants d'argent-là. Ce qui n'exclut pas qu'ils peuvent prendre cet argent-là pour engager un peu plus d'infirmières, mais comme ce n'est pas des enveloppes dédiées, ça laisse cette marge de manœuvre-là ou cette inquiétude-là aux infirmières. Aussi, une des choses qui me surprit, ben pas qui me surprit, mais qui me frappait un peu venant du Conseil du Trésor, c'est qu'on disait que le gouvernement veut assurer à la population de chaque région un accès comparable aux services de première ligne et spécialisés. Donc, entre les régions puis la ville, mais il n'est pas question de pallier les découvertures de services dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. Ça veut dire, comme exemple, dans la vallée, on a un manque de radiologistes. Donc, il n'y a pas de mesure concrète de dire pour inciter un radiologiste ou une radiologiste à venir dans la vallée. Donc, ça, c'est un peu plate parce que là, c'est vraiment des services qu'on n'a plus, que les personnes, il faut qu'ils se déplacent, entre autres, pour aller faire des échographies, puis ainsi de suite. Exemple, se déplacer à Rimouski. Fait qu'il n'y a pas de mesures concrètes dans le budget où ce qu'on va, pas forcer, mais inciter. Exemple, un radiologiste a dit, bon, mais dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, il y a tel manque de spécialistes, bon, il faut essayer de combler ça. Fait, bon, ça, c'est peut-être une petite lacune. Ouais, les montants sont réservés, mais on ne sait pas encore de quelle façon ils vont être déployés. Oui, bien ça risque
de faire partie des annonces dans l'éventuelle campagne électorale où on pourra savoir un peu plus comment sera saupoudré cet argent-là et de façon plus précise. OK. Autre chose à mentionner en santé? Non, des montants d'argent réservés aux jeunes face à la dépendance, à l'aide psychologique, 15 millions entre autres pour la déficience intellectuelle et pour ceux qui souffrent du spectre de l'autisme. Donc, ça peut, je pense que ça peut aider certaines personnes là, qui ont des difficultés au niveau de la santé intellectuelle. Ouais. Ça nous amène au dossier de l'éducation, un autre grand gagnant, si on veut, de ce budget-là avec l'augmentation des dépenses. On connaît un peu l'état du réseau de l'éducation, la désuétude de certaines écoles. On le vit peut-être un peu plus dans la Matapédia avec ce qui se passe à Amkoui. Ouais. Qu'est-ce qu'on retient de ce côté-là? Bien, aussi, l'éducation, c'est le deuxième poste des dépenses où le gouvernement met le plus d'argent. 5 % d'augmentation pour cette année. 30 millions pour aider l'accompagnement des parents qui ont des enfants qui ont certaines difficultés scolaires. Donc ça peut aider à la réussite scolaire. Quelque chose de très important, on nous dit qu'on va ajouter beaucoup de personnel dans les commissions scolaires. Là, on parle d'orthopédagogues, de psychopédagogues, puis ainsi de suite, puis aussi des enseignants. Donc, si on engage ces personnes-là, mais faut, comme tu as dit tantôt, il y a eu des mises à pied, là, 2 ans, 3 ans. Donc, est-ce qu'on revient à la case départ? C'est là qu'il faudra savoir si on engage tellement, puis que, bon, non seulement ça ramène ce qui était parti, mais ça rajoute au manque qu'il y a aussi. Oui, il faudrait s'assurer d'au moins de revenir à ce qu'on avait avant. Oui, ça serait au moins un minimum. Oui, effectivement. 2,7 milliards en infrastructures sur 10 ans, donc amélioration, rénovation, bonification. Est-ce que ça veut dire que dans 1 an ou 2, on aurait peut-être des annonces de gymnase au CEMEC ou de gymnase à la polyvalente? Je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup pour ça dans la vallée, pour augmenter le nombre de plateaux. Là. On ne sait pas, mais il y a une porte qui s'ouvre, là, je pense. Autre chose aussi, en enseignement. Oui. Très intéressant. Compensation financière pour les stagiaires en enseignement, c'est 15 millions. C'est une enveloppe de 15 millions qui va représenter à peu près un petit peu moins de 4 000 $ par étudiant qui voudront faire des stages, mais qui seront rémunérés. Okay. Ce qui peut être intéressant pour la vallée, c'est que, bon, l'université, quand on enseigne au préscolaire primaire collégial, l'enseignement se fait toujours soit à Rimouski ou à Québec. Souvent, parce que je le sais, des étudiants nous l'ont dit, viennent pas faire des stages à Amkoui parce que là, ça coûte de l'argent, prendre l'essence, la voiture, puis ainsi de suite, le logement. Mais là, si ton stage est rémunéré, puis que peut-être tu es à Québec ou à Rimouski, bien là, ça devient peut-être plus facile de venir donner ton stage dans la vallée. Une fois que tu donnes ton stage dans la vallée, tu vois l'équipe qui est là, dynamisme, puis tu as peut-être aussi une autre image de la vallée que tu pouvais peut-être avoir au secondaire, que des fois, tu sais, quand dans l'adolescence, c'est peut-être un peu plus obscur. Puis que, bon, ben avec cette ouverture-là, ça peut donner des percées intéressantes. Oui, ça pourrait nous ramener du monde. Puis en plus, qui viennent en renfort le temps de leur stage avec le personnel déjà en place. Puis effectivement, puis là, ils ont un revenu, ils peuvent consommer dans la vallée. Ça peut avoir des effets, des effets positifs, je pense. Ouais. Il y avait un autre point aussi que vous aviez retenu concernant l'hébergement chez des personnes apparentées. Oui. Là, il y a un beau projet dans la vallée avec l'assaut au niveau du hockey, où ça va être jumelé aussi avec Matane. Donc, il va y avoir un crédit d'impôt pour les grands-parents qui vont héberger leurs petits-enfants dans le cas des études. Donc, ça peut être secondaire, cégep, université. Donc, s'il y a des jeunes qui ont grandi dans la vallée, mais pour des raisons XY, sont allés à l'extérieur, mais que les parents sont restés dans la vallée puis qui sont peut-être intéressés à envoyer que les petits-enfants viennent jouer pour l'assaut, bien, les grands-parents pourront les héberger. Il y aura un crédit d'impôt. Là. Donc, ça aussi, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant pour des gens de la vallée. Oui. On parle des grands-parents. Avant ça, il y a les entreprises également qui ont été concernées. Les PME ont eu une annonce qui leur était favorable. Oui, bien, avant d'avoir l'annonce favorable, le gouvernement libéral avait dit, bon, bien, on a des mesures sociales, on va rajouter une 3e semaine de vacances à partir de la 3e année. Donc, au lieu d'attendre 5 ans d'expérience, d'ancienneté dans une entreprise pour avoir 3 semaines, ça va être 3 ans. Le salaire minimum qui va se rehausser aussi. Donc, là, pour aider un peu les entreprises, les PME, le gouvernement a annoncé une baisse graduelle de 8 à 4 % sur l'impôt du revenu des PME. Donc, ça va venir un peu contrebalancer.
Mais personnellement, j'aurais aimé peut-être qu'attendre un peu les crédits d'impôt. Mais bref, ça va aider les PME, mais j'aurais aimé aussi voir l'effet boule de neige de ces PME-là avec un revenu. Oui, c'est une dépense pour ces entreprises-là de donner un salaire plus élevé. Mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, au salaire minimum, c'est dans la vallée qu'ils consomment. Donc, généralement, le commerce de détail, les boutiques, les restaurants, c'est eux autres aussi qui récoltent cet argent-là des gens qui ont un salaire plus élevé. Fait que tant mieux. C'est un crédit d'impôt qui va leur donner un souffle. Puis aussi, le salaire plus élevé fera en sorte que ces gens-là consommeront probablement un peu plus. Ouais. On parlait des grands-parents tantôt. Il y a également des mesures pour les aînés. Oui, effectivement, il y a des mesures pour les aînés. Des choses intéressantes qui nous a touchés aussi dans le Bas-Saint-Laurent, peut-être pas nécessairement dans la vallée, mais le feu dans la résidence de personnes âgées qui a eu lieu à à l'Île-Verte, oui, effectivement. Ouais. Donc, il y aura un 84 millions de dollars pour aider les résidences à avoir accès à des gicleurs. Bonification du soutien aux aidants naturels pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle. Donc, c'est un 100 millions sur 5 ans. Donc, des fois, on sait encore une fois que la population vieillit. C'est une option, des fois, de prendre nos parents qui habitent dans notre maison. On aime mieux les avoir près de nous. Donc, il y aura des bonifications là-dessus. Des bonifications aussi pour des crédits d'impôt pour les travailleurs d'expérience, donc les personnes qui ont 60, 65 ans et plus, qui désirent rester sur le marché du travail, ils ont une expérience, une expertise. Bien, ces gens-là, on va les récompenser de rester un petit peu plus longtemps sur le marché du travail parce qu'on entend parler de la pénurie de main-d'œuvre, ainsi de suite, qu'il y a plus de départs à la retraite que de jeunes qui poussent puis sur le marché du travail. Donc, ça pourra aider certaines personnes à rester un petit peu plus longtemps sur le marché du travail puis aider les entreprises là, à avoir cette main-d'œuvre-là. Oui, que ce soit en mentorat ou toute autre chose. Puis j'imagine que ces gens-là ont beaucoup d'expérience à partager aussi. Puis ça, c'est plate si en bout de ligne sont pénalisés, que ce soit par des coupures dans les différentes ressources d'aide aux revenus. Effectivement. Puis il y a un proverbe qui dit « Si les jeunes savaient, si les vieux pouvaient. » Fait on essaye de pallier un peu ça là, en faisant ce genre de crédit d'impôt-là. Puis, il y a une baisse de 500 à 250 $ pour commencer à réclamer des biens visant à prolonger l'autonomie des aînés. Donc, l'achat de marchettes, puis ainsi de suite, ou de rampes pourront être plus facilement déductibles d'impôts là, pour les personnes aînées. Là. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et de garder les gens chez soi plus longtemps, bien, ça, c'est des petites mesures qui peuvent aider aussi. Oui, qui peuvent aussi aider le système de santé à se désengorger un petit peu. Ça nous amène en culture maintenant. Oui, bien, la culture, deux bonnes nouvelles. On a 113 millions pour rapprocher les jeunes de la culture. Alors ça, c'est un peu vague, mais est-ce que ça peut passer par les maisons des jeunes? On ne sait pas. Puis il y a aussi 110,7 millions pour appuyer la culture et le patrimoine dans toutes les régions. Donc, est-ce que ça va aider des diffusions Mordicus ou ainsi de suite à attirer plus d'événements ou la SODEC à financer un peu plus? C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Là. Ouais, à suivre les sociétés d'histoire et autres. Est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu votre attention dans tout cela? Crédit d'impôt à la première demeure, c'est pas grand-chose. Là, à l'achat de la première maison, je pense que c'est 750 $. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Des fois que tu rajoutes une en arrière de l'autre, ça peut être intéressant. Mais une chose aussi, c'est que cette année, on parlait de quoi? 5 % tantôt d'augmentation des dépenses, mais l'année prochaine, on redescend à un niveau plus modeste, à 3 %. Donc, encore une fois, on peut se poser la question pourquoi les dépenses ont augmenté de 5 % puis que ça redescend tout de suite l'année prochaine à 3,6 %, je crois. Mais bon, je pense que l'auditeur sera capable de trouver sa réponse lui-même. L'auditeur ne sera pas dupe. Donc, si je comprends bien, il y en a eu un peu de saupoudré pour un peu tout le monde, un peu partout. Ouais. Une belle augmentation cette année. Il faudra voir l'année prochaine si c'est le prochain gouvernement, en fait, de quelle façon ils vont orienter ça. M. Fleury, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous décortiquer et vulgariser ce budget L'État 2018. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci. On rencontre Myriam Landry, agente Cosmos, et Geneviève Laroche, agente de prévention et promotion au CIS, pour nous parler du mois d'avril, le mois de la gestion des écrans.
comme à chaque mois, depuis quelques mois déjà, Myriam, on parle du mois thématique Cosmos. Le mois d'avril, c'est le mois des écrans. Oui. Donc, on continue, c'est ça, notre petit jeu. On est rendu au mois d'avril, donc les écrans. Donc, les partenaires sont invités à bonifier leur programmation habituelle, puis tout ça en lui ajoutant une petite touche pour la prévention sur les écrans au sein des familles, puis tout ça. Et on a fait avec le comité gestion des écrans qui chapeaute ce dossier-là. Encore la petite carte qui va faire le tour des familles avec des petits trucs par groupe d'âge et les petits mots-clés de la thématique. Donc, les enfants ont déjà reçu ce petit carton-là dans les écoles. Les parents, on peut retrouver l'information sur votre page Facebook? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, on a beaucoup d'activités qui est proposées aussi dans le mois des écrans. Puis des conférences, des formations, des projets à l'école. C'est ça. Donc, tout est sur notre page Facebook. Donc, c'est important de questionner nos jeunes sur l'heure du souper, sur qu'est-ce qu'ils ont appris sur les écrans. Hein? Oui, ça oui. va bien ça. Donc, Geneviève, j'imagine, le mois des écrans, en fait, c'est être le plus souvent possible sur son ordinateur et son téléphone, c'est ça? T'as tout compris, Émilie. En fait, non, le mois des écrans, mais on est venu à cette réflexion-là parce que les écrans sont arrivés dans nos vies comme on les connaît aujourd'hui avec les téléphones et iPods depuis 2007 à peu près. 2007, premier iPod, 2010, première tablette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2018, le temps que les jeunes passent sur les écrans a triplé depuis les 10 dernières années. Ce temps-là, où est-ce qu'avant les enfants jouaient dehors, ils allaient inventer des choses, ils jouaient au Lego, ils s'amusaient, ils s'éveillaient, il y avait plein de choses qui éveillaient leur curiosité, bien maintenant, ce temps-là est souvent plus consacré à l'intérieur, à faire travailler les pouces, les doigts, puis tous les réseaux sociaux, tout est fait en sorte qu'on reste plus souvent à la maison. Donc, c'est un peu pour ça que le temps des écrans, le mois des écrans, on est venu à la réflexion de dire, bien, souvent, ça commence à la maison aussi. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour outiller les parents? Parce qu'on est la première génération de parents techno qui a à vivre ça. Donc, c'est un peu pour ça, cette réflexion-là de tout ce mois-là. Puis, on invite les partenaires à faire des activités en place par rapport à ça dans un contexte de prévention, surtout. Il y a un projet qui est né d'une enseignante au primaire ici dans la Matapédia. Myriam, tu peux peut-être nous en glisser un mot. On l'a déjà rencontré à la télévision communautaire. Adopte le 7. Qu'est-ce que c'est? Oui, Adopte le 7, dans le fond, c'est un projet qui nous pousse la réflexion sur notre consommation d'écran versus nos habitudes d'activité physique, de bouger, de suer, au cours de 7 semaines. Dans le fond, la famille et le jeune se posent des petites questions. C'est quoi mes 3 écrans préférés? C'est quoi mes 3 activités préférées? Mettre ça en lien. Et vers la fin, c'est un défi. Dans le fond, on marque nos 15 minutes d'écran, nos 15 minutes d'activité physique, puis on se relève un défi de faire 7 heures. Moins de 7 heures d'écran et plus de 7 heures à bouger et suer. Par semaine. Oui, c'est ça, par semaine. Donc, Adopte le 7, c'est matapédien, en fait. Tout le monde peut avoir ce défi-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, toutes les écoles matapédiennes le font. Et la polyvalente, les 3 polyvalentes aussi. C'est bien que les papas et les mamans, les grands-parents embarquent aussi dans le défi, hein? Oui, c'est ça. Ils sont impliqués au cours des semaines, dans le feuillet et dans leurs défis personnels aussi. Il y a un groupe Facebook, je crois, Adopte le 7, pour les parents qui veulent avoir plus d'informations puis discuter ensemble. Oui, c'est ça. Dans le fond, on suit les parents et les familles au cours des semaines en lien avec la petite brochure, dans le fond. Puis on rajoute des informations pertinentes et des autres conférences, les autres activités qui s'offrent dans la Matapédia aussi en cours de route là, de ce mois-ci. Parfait. Et Geneviève, toi, tu as des formations, en fait, spécifiques pour les parents. Tu offres ça durant le mois d'avril. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, effectivement. À 6 reprises pendant le mois d'avril, 3 fois dans le secteur de Sébec, 2 fois, dans le fond, dans chaque secteur, mais d'après-midi et de soir pour aller chercher le maximum de parents pour s'outiller par rapport à ça. Puis l'objectif n'est pas de démoniser les écrans. L'objectif n'est pas de dire on n'en fait plus du tout, on sort ça de la maison, mais plutôt comment qu'on peut les intégrer dans notre mode de vie sans nécessairement le rendre hyper coupable de tout. Là, oui. Fait que l'objectif est vraiment de s'outiller comme parents parce qu'on n'en a pas d'informations. Comme je disais tantôt, on est une première génération de parents techno. Fait que comment qu'on peut, dans un contexte de prévention, là, travailler là-dessus? Est-ce que tu as des trucs à nous donner, à donner à nos auditeurs, en fait, pour justement mieux gérer nos écrans? Bien, le meilleur truc que je peux donner, c'est de se présenter aux rencontres où est-ce que là, on a 1h30 complet de prise de conscience et de trucs. Mais des choses assez simples. Tu sais, dans les années 90, il y avait le gros discours de mettre l'ordinateur dans le salon, mettre l'ordinateur, sortir ça de la chambre à coucher, le gros ordinateur beige était donc épeurant pour les parents. Puis maintenant, les enfants s'accouchent avec les tablettes, les téléphones dans leur chambre. On est de l'autre côté du balancier complètement. Donc,
l'une des premières étapes, c'est de se dire, bien écoute, qu'est-ce qu'on veut, nous, comme famille? C'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'il y a des moments puis des zones dans la maison qu'on veut garder à l'abri des écrans, si on veut? Tantôt, tu parlais de l'heure du souper. Bon, bien, est-ce que le repas est un bon moyen pour fermer les écrans puis se parler, développer notre empathie, se discuter, savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre vie? C'est le seul moment où est-ce qu'on peut se parler. Donc, un peu le but de Adopte le 7 puis le but de tout le mois d'écran, c'est que la population puisse aller chercher les trucs qui leur conviennent à eux et non pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais de s'inspirer de certaines initiatives qu'on pourrait mettre en place. Parfait. On dirait qu'Adopte le 7, ça m'inspire. Ça ressemble au défi Pierre Lavoie, hein? Ça se peut-tu? C'est-tu des cubes d'écran? C'est un petit peu dans le même genre. On concrétise nos temps avec tangible en les dessinant, en les coloriant par cases, puis tout ça. Ça fait que visuellement, on peut les voir parce que le temps, ça reste flou. Là. C'est abstrait, c'est pas trop long qu'on a 45 minutes de passer sur notre téléphone à dérouler, puis tout ça. Ça fait qu'en l'écrivant, on peut prendre plus conscience, autant parents qu'enfants, de notre réalité familiale en lien avec ça. Puis on est allé avec des blocs de 15 minutes parce que dans une journée de 24 heures, il y a 96 15 minutes. Okay. Si on fait un petit calcul rapide, là, donc sur 96 15 minutes, bien, on en passe combien à bouger, puis on en passe combien devant les écrans? Fait que souvent, on fait le calcul, puis ce qu'on voit dans la pratique, là, les jeunes, ça peut monter à 15, 20, 30, 35, 15 minutes dans une journée. Puis la raison principale pourquoi ils ne jouent pas dehors, c'est qu'il manque de temps. Donc, on essaye de relativiser ça un petit peu. Fait que l'Adopte le 7, l'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de nos habitudes pour, après ça, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Puis ce qui est beau dans l'initiative de Marie-Noël aussi cette année, c'est que Desjardins est un collaborateur parce qu'ils ont aidé à financer le déploiement à grandeur de la vallée. Oui. Parce qu'avant, c'est uniquement dans le secteur de Sébec et de Saint-Damas, vu que Marie-Noël travaillait là. Puis en plus, les municipalités, ils veulent donner des prix pour les jeunes qui vont participer parce qu'ils disent, oui, effectivement, on pourrait peut-être bonifier nos infrastructures, amener les jeunes à utiliser plus nos infrastructures, les amener à sortir de leur maison pour venir habiter puis venir utiliser tout ce qui est dans leur ville. Oui, c'est ça. Le projet de Marie-Noël, à la base, elle l'étend depuis 2 années déjà à Sébec, juste 2 semaines. Mais là, étant donné qu'elle s'est greffée au comité des écrans de Cosmos, puis on a pu le déployer, c'est ça, à large, à toutes les écoles, puis le mettre à son plein potentiel. Son idée originale, dans le fond, de 7 semaines, dans le fond, on le bonifie beaucoup. C'est super. Oui, c'est vraiment une belle fierté. Puis en plus que le secondaire embarque, parce que le secondaire, souvent, l'habitude est encore plus ancrée. Mais les éducateurs physiques, parce que c'est la majorité des écoles, c'est les éducateurs physiques qui portent ce projet-là, ils ont levé la main. Puis effectivement, c'est une barrière au temps qu'on passe à bouger plus, à jouer, à faire des jeux de société. Puis c'est pour ça qu'il y a, entre autres, qui ont été interpellés là-dedans. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites par le CEMEC aussi face à la gestion d'écran ou rendus jeunes adultes, on les laisse aller libres, leur téléphone à la main? Dans un concept de prévention-promotion, c'est sûr que là, on est vraiment dans une action plus de prévention, mais c'est là qu'on voulait qu'on parle justement de la conférence de Amnon Suissa, qui est un monsieur de Montréal, un grand travailleur social là, de la région de Montréal. C'est lui qui a mis en place les maisons des jeunes dans les années 80. Okay. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur le développement des jeunes. Puis lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Sommes-nous trop branchés? » On le fait venir grâce à Cosmos puis avec la COFAC. Oui, puis le comité de la formation de la CDC. Oui, pour venir faire des présentations, justement pour être la cerise sur le Sunday de toutes les actions qui vont avoir été mises en place dans la vallée pendant tout le mois d'avril. Et à la fin du mois, justement, le 26-27. Oui, le 26, pour venir aux parents, des rencontres en soirée pour les parents, c'est uniquement une fois. Dans toute la journée du 26, il va aller rencontrer les jeunes de la polyvalente, parce que moi, je me cible davantage la clientèle primaire en prévention, en promotion. Ouais. Lui va faire la tournée des groupes là, qui vont être rassemblés dans les 3 secteurs pour venir parler principalement de la cyberdépendance, les jeux en ligne, les impacts sur le mode de vie quand ça s'installe. Il va y avoir des périodes de questions que les jeunes vont pouvoir, eux aussi, justement, pendant tout le mois d'avril, préparer des questions pour M. Suissa. Puis les jeunes adultes sont invités aussi par le biais de Tremplin Travail, le CEMEC, puis l'éducation des adultes, puis la formation professionnelle à se joindre à ces groupes-là aussi dans le jeudi après-midi. Exactement. Puis en soirée, c'est les parents qui vont être invités en collaboration avec Cosmos, où est-ce que des bouchées vont être servis de 6 à 8. Puis le lendemain matin, le vendredi, le lendemain midi, de 11 à 1, là, ça va être pour les intervenants. Mais ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas le même contenu. Pour ces 3 présentations, donc une maman qui travaille dans un
service de garde pourrait y aller en tant que maman le jeudi soir, avoir un contenu X, et le vendredi, retourner à la présentation de M. Suissa puis avoir un autre contenu en tant qu'intervenante. Donc, c'est vraiment, vraiment gagnant. Le dîner-conférence, le repas va être fourni gratuitement aussi ce vendredi midi-là. Fait que ce monsieur-là, en fait, c'est gratuit là, pour la population. Absolument. Tout est gratuit. Tout ce qu'on vient de parler est gratuit, finalement. Ouais. Wow! Donc, j'imagine qu'en mai, on sera capable de bien gérer nos temps d'écran. Faut surtout continuer. Hein? Je pense que le mot d'ordre aussi, c'est d'instaurer des pratiques, puis de les garder, pas juste faire ça en avril. Là. D'où la raison du 7 semaines. Parce que c'est souvent après 7 semaines que là, on peut dire qu'une habitude est ancrée, est plus prise. Fait que c'est pour ça que l'idée de base de Marie-Noël était sur 7 semaines. Fait que pour vraiment changer les habitudes. Fait que ça nous amène au mois de mai et à l'été. Bien, parfait. Merci beaucoup, mesdames. Puis, on se parle sur nos téléphones, j'imagine. On se textera. Bon mois de la gestion des écrans. Merci. Merci, Émilie. Toi aussi. Organismes, clubs, associations de la Matapédia, préparez-vous à assister à l'AGA de Desjardins. Vous pourriez gagner une bourse de 500 $. On en parle avec Isabelle Paquin, directrice des communications et de la vie coopérative de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia. Isabelle, encore une fois, cette année, vous avez une façon originale d'inviter les organismes, puis les clubs, les associations à venir à votre Assemblée générale annuelle. Quel est ce moyen original que vous avez trouvé? Bien, l'Assemblée générale annuelle de la Caisse, c'est toujours le moment fort de la Caisse dans notre année. C'est le moment démocratique de la Caisse et c'est le moment démocratique des membres. Donc, on veut toujours favoriser la participation de nos membres et on le sait, nos organismes matapédiens, quand on organise différentes activités, on est toujours à la recherche de financement. Donc, on s'est dit pour avoir plus de membres possible à l'Assemblée générale annuelle et aussi pour pouvoir permettre à ces organismes-là de faire un petit peu de sous pour leurs activités, on a créé un concours qui s'appelle le concours Mon AGA 2018. En fait, on l'a eu en 2017 et là, on revient avec Mon AGA 2018. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Mon AGA 2018? On peut gagner quoi comme organisme? Alors, cette année, l'an dernier, il y avait des bourses de 500 $. Il y en avait 3 cette année. On augmente à 5 bourses de 500 $ parce que ça a vraiment été un succès l'an dernier. Donc, on s'est dit cette année qu'on allait augmenter le nombre de prix. Donc, 5 bourses de 500 $ à gagner. Et dans le fond, c'est très simple. Les organismes ont jusqu'au 20 avril, 16 h pour remplir un formulaire avec le nom de l'organisme, tous les détails qui nous confirment que l'organisme est bien membre de la Caisse. Et on doit trouver 3 représentants de notre organisme qui sont aussi membres de façon personnelle à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia parce qu'on le sait, pour assister à l'Assemblée et voter, il faut être membre de la coopérative. Donc, quand on a trouvé nos 3 représentants, on peut envoyer le formulaire. On demande à un représentant là, du groupe de 3 personnes de nous envoyer le formulaire à la Caisse, soit par courriel, par télécopie ou tout simplement en personne. Et là, on est automatiquement inscrit. Okay. Et on peut avoir plus de chances de gagner si on est plus de représentants de l'organisme. Donc, 3 personnes, ça donne droit à un coupon dans la boîte pour le concours. Si on est 6 personnes, 2 coupons. 9 personnes, 3 coupons et ainsi de suite. Là. Donc, tous les détails sont sur notre page Facebook, notre site Internet également, Caisse Desjardins, desjardins.com/Caisse Vallée de la Matapédia et facebook.com/Caisse Vallée de la Matapédia. Et le formulaire se trouve là ou sinon, les gens peuvent me joindre à la Caisse aussi là, pour en avoir une copie. Donc, ça s'adresse aux organismes matapédiens, mais aussi aux clubs sportifs, tout ce qui a un conseil d'administration, en fait. Oui, c'est important, dans le fond, d'être un organisme légalement constitué, puis aussi, il faut que ça soit un organisme qui va bénéficier directement des sous. Donc, si on est un club social ou un groupe de gens, là, qu'on organise des petites activités comme ça, la bonne franquette, ça ne s'adresse pas vraiment à nous. Il faut vraiment avoir comme notre charte, être légalement constitué, et il faut que les sous nous reviennent directement. Donc, on ne peut pas dire, on va venir, mais on va redonner les sous à 2-3 organismes de la vallée. Donc, on est mieux, là, vraiment d'être l'organisme en titre pour s'inscrire. Puis, si vous avez des questions, de toute façon, là, les gens là, peuvent m'appeler à la Caisse, il n'y a pas de problème. L'an dernier, on avait le Cercle des fermières d'Amqui qui avait gagné. On avait le Cinéma Figaro aussi. Puis, le 3e organisme, j'ai un blanc, mais en tout cas, c'était un organisme, il me semble, du secteur de
de cause apicale. Donc, ça aussi, c'est le fun, là. C'est tout le territoire de la Caisse des Jardins, Vallée de la Matapédia. Donc, vous pouvez former votre groupe et participer au concours. Donc, une fois inscrit, il faut se présenter à l'AGA. Oui. Et c'est quand, c'est où cet AGA-là? Donc, l'Assemblée générale annuelle a lieu mardi le 24 avril, 19h. Et là, c'est important, c'est à la salle communautaire d'Amqui, parce que, comme vous savez, la salle Jean Cossette, cette année, est fermée en raison de l'amiante. Donc, salle communautaire d'Amqui, 19h, mardi 24 avril. Et oui, le soir de l'Assemblée, pour avoir notre coupon dans la boîte, nous, on va demander aux 3 personnes là, qui représentent, on va vraiment valider que ce sont les 3 bonnes personnes qui sont là. Donc, il ne faut pas juste remplir le formulaire, il faut vraiment se présenter à l'Assemblée pour vraiment confirmer qu'on est là et qu'on veut gagner l'une des 5 bourses de 500 $. J'ai une question piège pour toi. Moi qui est quelqu'un d'impliqué dans 3, 4, 5 organismes, est-ce que je peux être inscrit pour mes 5 organismes ou j'ai le droit à juste un? Oui, non, malheureusement, non. Il faut vraiment que ça soit, comme on l'a dit, c'est pour susciter la participation de nos membres. Donc, il faut vraiment représenter un seul organisme. Puis, on a aussi beaucoup d'employés à la Caisse qui sont très impliqués dans des organismes matapédiens. Malheureusement, les employés de la Caisse, ça compte pas non plus pour représenter un organisme. Donc, on vous fait travailler un petit peu là, pour trouver des représentants. Mais c'est vrai qu'on a des gens dans la vallée qui s'impliquent dans plusieurs organismes. Donc, ça complexifie un peu la chose, mais on demande aux gens de chercher là, autour. Je suis certaine que vous connaissez des membres qui sont peut-être jamais venus à l'Assemblée. Puis ceux qui sont venus l'an dernier, d'ailleurs, on a eu des commentaires super positifs. Les gens ont trouvé ça plaisant de voir c'était quoi l'Assemblée. Des fois, on se bloque, on dit, ouais, une Assemblée générale annuelle, mais l'Assemblée de Desjardins, on essaie de rendre ça dynamique. Oui. On va même faire tirer des billets de spectacle pour les prochains spectacles de diffusion Mordicus pour les membres qui vont être présents. Donc, il y a des petits cadeaux, c'est dynamique, puis on essaie de raccourcir pour pas que ça soit trop long. Donc, venez, vous allez vivre une belle expérience, je suis certaine. Bien, merci. Donc, on se voit le 24 avril à l'AGA de Desjardins. Le Cercle des fermières d'Amqui a 100 ans cette année et on rencontre 2 membres du comité organisateur pour vous parler des festivités. Nous sommes avec Mme Marjolaine Ross et Mme Yolande Chicoine, qui sont membres du comité du 100e du Cercle des fermières d'Amqui. Bonjour, mesdames! Bonjour. Bonjour. Donc, on parle du Cercle des fermières qui a 100 ans cette année, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça fait, le Cercle des fermières, comme activité dans la communauté? Qu'est-ce que c'est, le Cercle des fermières? C'est un regroupement de femmes seulement qui apprend à faire de l'artisanat beaucoup, soit du crochet, du tissage, du tricot, carte brodée et le reste, tout ce qui peut toucher l'artisanat, la couture. Puis que ça apporte beaucoup à nos jeunes fermières à être capables de se débrouiller un peu tout seul. Puis en même temps, c'est un groupe de socialisation. On prend un café, on s'amuse à parler. Bien, tout à fait. Est-ce que vous êtes beaucoup de dames qui sont membres des fermières à Amqui? Si je me trompe pas, on est dans les 70. Oh! Et est-ce qu'il y a de la relève? Avez-vous des jeunes fermières ou des nouvelles fermières? Oui, cette année, là, on a 3, 4 infirmières puis 2, 3 professeurs qui sont venus nous trouver. À leur retraite, probablement, ces dames? Oui, ils sont à la retraite, là. Donc, on peut dire aussi aux jeunes mamans qui veulent apprendre des savoirs qui tentent à se perdre, hein, le tissage, tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas dans nos maisons accessibles, qui peuvent rejoindre le groupe des fermières si elles le veulent, hein? Oui. C'est ça qu'il faut faire. Oui, hein? Oui. Donc, sans... Pas besoin d'être fermière tout de suite. Ah, OK. Ils peuvent venir visiter nos réunions pour voir si ça leur plaît, puis nos ateliers. Fait que sont les bienvenus toujours. Puis même nos anciennes fermières, on les aime beaucoup parce qu'ils nous apportent beaucoup. Ben oui. Ça fait qu'ils nous montrent des choses qu'ils ont appris dans leur temps. Puis on aime ça, les revoir, les anciennes fermières. Ils viennent plus parce que moins de flexibilité de se déplacer, moins d'auto aussi. Hein? Ben oui. Ça fait que... Oui, puis même pour notre 100e, on aimerait ça, les voir à notre fin de semaine du 100e, les anciennes. Tout à fait. Ouais. Vous me parliez tantôt, Madame Yolande, que les fermières, à la base, ça a été créé par un agronome. Donc, est-ce que ça fait plus de 100 ans que les fermières, ça existe? Oui. Au provincial, ils ont fêté le 100 ans, là, 3 ans. OK. Fait que dans la région de Québec, ça fait au-dessus de 100 ans que ça existe. OK. Puis nous autres, on est 100 ans, 2-3 ans après eux. Ça fait que ça n'a pas tardé à me couer à partir les fermières.
C'est un vieux cercle. Ouais, puis c'était les agronomes qui venaient même nous visiter, venaient nous porter des graines de semences, du blé, puis venaient nous voir les fermes. On avait même droit à des petits poulets gratuits, puis des lapins, je pense, à l'époque. En tout cas, ça allait même dans quelques petits animaux qu'on pouvait garder dans notre cour. Donc, les fermières, c'est très, très présent dans la Matapédia. On le sent avec une histoire de 100 ans du cercle d'Amqui. Et en fin de semaine, vous avez une fin de semaine toute particulière de célébration. À quoi on peut s'attendre comme activité pour les 100 ans du cercle des fermières? Le 100 ans, c'est le 14 et le 15 qu'on festive. Oui. Le samedi, on rouvre nos portes de 10h à 8h le soir. On va avoir 4 kiosques de 25 ans entre qui représentent à tous les 25 ans la différence où est-ce qu'on est rendu. Okay. Puis on va avoir des ateliers aussi. Puis on va avoir même des membres fermières qui vont vendre des objets. Pour accommoder les gens. Ben oui. C'est ça, on va avoir, dans l'après-midi, on va avoir 5 ateliers pour jeunes et moins jeunes. Les parents peuvent venir avec la petite famille. Oui. Puis on va avoir une petite parade de mode, peut-être plus rigolo, là, pas détaillé tant que ça, mais qu'on arrive avec des costumes d'époque, aller jusqu'à 100 ans. Le linge d'époque, mais pas rien de ça. Tu sais, la mode a changé dans 50 ans, ça fait que... Oui, ça va être amusant. Puis on va avoir une dégustation, pas dégustation, on va se servir de la galette avec thé, café ou du jus. Et ça, tout ça, c'est gratuit, mesdames? Oui. Puis c'est où exactement? À la salle communautaire, hein, oui. Parfait. Excusez. Et, toute la population est invitée à venir voir. Oui. Pas juste les fermières. Ben non. Fait que tout le monde est vraiment invité à venir voir ça. Parfait. Et est-ce qu'il y a d'autres choses comme activité? Le dimanche, c'est différent. Là, c'est vraiment la journée du 100e repas, quand même avec un traiteur. On a la messe à 10h. On commence notre 100e avec la messe parce qu'à l'époque, les sectes de fermières, les prêtres étaient même un peu dans notre organisation pour garder la religion aussi aux femmes. Oui. Ça fait qu'on commence par la messe à 10h. Après ça, on a nos invités d'honneur qui vont nous dire manque des petits mots encourageants. Après ça, on va avoir le dîner. Oui. Puis dans l'après-midi, après dîner, il va y avoir 15-20 minutes de relax là, pour recommencer avec notre conte de nos 100 ans des fermières. Conte animé. Oh! Oui, ça fait que ça devrait être... Puis on a une petite chanteuse qui nous chante des chansons d'époque, des chansons jusqu'à aujourd'hui, mais avec musique très relaxante. Oui. Là. C'est ça, pour... le sexe est quand même vieillissant, ça fait qu'on peut pas se permettre de musique trop rock, en plein ça. Est-ce que le dîner, c'est ouvert à tous ou c'est que pour les fermières, les invités? C'est pour les membres fermières de toutes les sectes aux alentours, mais ils peuvent emporter soit leur mari ou une amie. En même temps, ça permet peut-être de faire un peu de recrutement que s'ils viennent au dîner. Oui, sont grandement invités, puis nos anciennes surtout qu'on aimerait avoir là. Oui, c'est ça. Okay. Dans l'après-midi, votre compte animé, est-ce que c'est ouvert à la population? Non. Ben, on va être plus... ça va être plus la journée vraiment fermière. OK, parfait. Donc, samedi, journée pour tout le monde pour découvrir qu'est-ce que vous faites et découvrir votre histoire aussi. Et dimanche, une journée plus pour vous, les fermières, vous retrouver ensemble puis célébrer ensemble les 100 ans. Plus organisé, grandiose pour un 100e. Parfait. Donc, on invite la population à venir vous voir, vous découvrir samedi le 14 à la salle communautaire d'Amqui. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Je vous souhaite un bon 100 ans et encore un autre 100 ans. Merci beaucoup. On travaille fort puis on attend du monde. Merci. Merci. Bye. Dimanche le 15 avril prochain se déroulera la 2e fête de l'érable organisée par le marché public matapédien. Sabrina Raymond, administratrice du conseil d'administration du marché public, nous en parle. Aujourd'hui, on parle d'un événement pour la 2e édition, la fête de l'érable organisée par le marché public.
Ça va se dérouler quand, Sabrina? C'est le 15 avril prochain, un dimanche, dans le stationnement de la banquise, dans le fond, à la place du marché public. Ouais. Puis, c'est de midi à 16h. Parfait. Est-ce que il y a des activités qui se déroulent toute l'après-midi là-bas? Comment ça fonctionne, là? Moi qui veux aller participer à la fête de l'érable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, là, il va y avoir des producteurs qui vont être présents. Donc, si vous voulez faire le plein de produits locaux, ça va être le moment de le faire. Il faut apporter des sous, de l'argent liquide, bien entendu. Après ça, il va y avoir d'autres activités pour la famille. Il va y avoir de la tire sur neige, bien sûr. C'est la fête de l'érable. Il va y avoir de la musique d'ambiance aussi. Et puis là, jusqu'à maintenant, on a le Zumba Kid qui est prévu. Et une activité pour faire bouger les adultes aussi. Puis il devrait se rajouter des choses, là, surveiller la page Facebook du marché public pour en savoir plus. Ah, parfait. Donc, jusqu'au 15 avril, vous allez nous faire des surprises puis nous dire s'il y a des activités qui se rajoutent. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qui vont être les producteurs sur place pour qu'on puisse prévoir nos achats, en fait? Oui, absolument. Je vais regarder ma feuille pour pas en oublier. Mais il va y avoir la Vallée de la Framboise, Érablière Bertrand Lamarre, Ferme Beau Coco, La Légumière, Les Jardins Cachés, Le Potager Enchanté, Pâtisserie La Rose des Sables, La Cabotine Saveur Indigène et Boucherie Les Petits Veilleux. Donc, encore beaucoup de producteurs qu'on a vus cet été au marché public? Absolument, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a des produits spécifiques à l'érable? Bertrand Lamarre, avec son kiosque, là, va avoir de la tire d'érable, du beurre d'érable, du sirop, bien sûr. Donc, Sabrina, la fête de l'érable, ça lance un peu votre saison 2018, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du marché public de cet été? Es-tu capable de nous dire des scoops, les dates, le nombre de semaines? Oui, en fait, ça va débuter la première semaine de juillet pour 13 semaines. Ça va être encore les jeudis, au même endroit, bien sûr, de 16h à 19h. Et puis, là, jusqu'à maintenant, on sait qu'il va y avoir des producteurs qui vont revenir, qu'on a vu l'an dernier. Puis, il devrait y avoir une activité d'ouverture aussi un peu spéciale pour le premier marché. Donc, j'invite les gens à suivre la page Facebook du marché public, toujours pour se tenir au courant des activités. Parfait. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Puis on se voit sûrement le 15 avril pour se sucrer le bec à la fête de l'érable. J'espère bien. Merci. Bonjour, Marie-Michel. Salut, Émilie. Donc, tu vas nous présenter les films qui vont être à l'affiche au Cinéma Répertoire pour le mois d'avril. Il y a déjà une semaine qui est passée. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la semaine du 7 avril? Oui, c'est ça. Donc, là, comme c'est le printemps qui arrive et ce sera le dernier mois de Ciné-Répertoire, on a décidé d'aller un peu plus dans la légèreté. Donc, les 3 films que vous pourrez voir au Cinéma Répertoire sont La mort de Staline, qui est une comédie. Russe, effectivement. Et vous pourrez aussi voir Le Brio, qui est une comédie aussi qui raconte l'histoire d'un professeur qui va vouloir éduquer une jeune étudiante de l'université qui ne sait pas vivre. Et il va... Non, ça semblerait que ça semble être excellent. Et oui... Ça, c'est un film américain? Non, c'est un film français, Émilie. On est oui, juste pour le mois d'avril dans les films étrangers. Donc, celui-là est français. Et le dernier que vous pourrez voir est aussi une comédie qui s'appelle La garde alternée. Et c'est un film français aussi qui raconte l'histoire d'une femme qui réalise que son mari la trompe et elle va proposer à la maîtresse de son mari d'avoir une garde partagée du mari entre la maîtresse et sa femme, chacun leur semaine. Donc, ça s'annonce assez comique. Donc oui, de la légèreté pour la fin de la saison du Cinéma Répertoire. Très bonne idée. Est-ce que tu peux nous rappeler les journées où on peut voir les films de Cinéma Répertoire? Oui, donc ce sont les dimanches à 15h30. Les lundis, on vous offre 3 projections différentes, donc 10h le matin, 15h30 l'après-midi et 19h le soir. Et finalement, le mardi à 17h15.
Et est-ce que c'est un tarif spécial pour le cinéma répertoire ou c'est le tarif régulier? C'est toujours moins cher au cinéma répertoire, donc c'est 7 $ pour tous. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en avril au Cinéma Figaro? Est-ce qu'il y a un passeport pour le monde qui se termine? Oui, c'est ça. Donc ça aussi, c'est le dernier de la saison. Il sera de retour en septembre puisque vous avez apprécié. Ce seront les Châteaux de la Loire qu'on vous présente. Donc le premier était mercredi dernier et le dernier, votre dernière chance, c'est samedi le 7 à 15h30. Parfait. Donc, un voyage inoubliable assuré en images. Absolument. Et j'ai cru voir dans votre programmation qu'il allait y avoir un opéra en avril. Oui, et ça aussi, c'est le dernier de la saison. Donc, en mai, nous, c'est plus les films américains, qui vont prendre place sur nos écrans. On vous propose Roméo et Juliette. Et cette fois-ci, il est chanté en français. Habituellement, on vous propose des opéras chantés en italien, sous-titrés français, mais celui-ci sera chanté en français. Donc, c'est le 21 avril à 15h30. Parfait. Donc, pour tous les amateurs d'opéra et ceux qui veulent le découvrir, c'est un rendez-vous le 21 avril. Est-ce que vous allez avoir la Bolduc au Cinéma Figaro? Oui, donc la Bolduc prend l'affiche chez nous le 6 avril, comme partout au Québec. Oui. Profitez-en. Il sera probablement à l'affiche jusqu'à la fin avril. Parfait. As-tu des scoops à nous donner, des films qui s'en viennent pour l'été qu'on pourra voir peut-être avec toute la petite famille ou des gros films qui vont sortir? Cet été, on attend pour la famille Les Incroyables 2 de Disney en juin. Et vous pourrez voir aussi Hôtel Transylvanie 3 en juillet avec les enfants. Pour vous, mesdames, Mamma Mia 2 sera à l'affiche en juillet. Et le film québécois de l'été, c'est 1991, qui est la suite de 1984 et 1987. Oui, c'est ça. Donc, c'est le film québécois de l'été. Wow! Ben merci Marie-Michel encore de nous offrir une super programmation très diversifiée. Puis on se retrouve au cinéma pour manger du bon popcorn et voir des bons films. Les Petits Explorateurs, c'est quoi? Des conférences informelles portant sur un voyage réalisé par une personne désireuse de venir nous partager son expérience. Les Petits Explorateurs s'adressent aux globetrotters en nous et aux gens curieux d'en connaître davantage sur une destination. Jessie Pro vous présente la prochaine. Mercredi le 11 avril, M. Sacha Bureau-Lafontaine viendra nous présenter une destination mystère. Quand j'ai approché M. Bureau-Lafontaine, en fait, il me dit qu'elle allait voyager durant l'hiver. Il n'avait pas encore totalement, il n'y avait pas son billet d'avion acheté, donc il n'était pas certain encore du pays, mais il me dit, c'est certain que je vais venir présenter quelque chose pour toi. Donc, c'est une destination mystère. Et il m'a dit qu'il recherchait surtout beaucoup de santé fitness, du hiking, du trekking. Donc, on s'attend peut-être à un pays d'Amérique latine, le Chili, le Pérou, la Colombie. Donc, c'est mystérieux, mais je m'attends à un pays de l'Amérique du Sud là, où est-ce qu'on peut faire beaucoup de plein air puis on peut s'amuser dans les montagnes. Donc, c'est mystérieux. J'en connais pas plus que vous. Donc, je vous invite à venir voir ça. Puis, il faut dire aussi que Sacha est le frère aîné de Eliel Bureau-Lafontaine, qui est guide en Alaska au Yukon. Donc, deux frères passionnés de plein air. Puis ceux qui ont eu la chance de voir Eliel en conférence, qui est déjà venu nous présenter le Yukon, je pense que Sacha est autant passionné. Donc, bienvenue à tous. Pour voir cette conférence, rendez-vous au 2e étage de l'Hôtel Gagnon, au 232 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Cette présentation commence à 19h30 et l'entrée est gratuite. Pour tout renseignement ou pour proposer une présentation, écrivez à petitsexplorateurs@commercial-hotmail.fr. C'est ce qui complète l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez voir le Gala Reconnaissance Mallette Desjardins 2018 organisé par la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, que nous avons capté le 17 mars dernier sur nos ondes à partir du 6 avril et sur notre site web à partir du 9 avril. En terminant, n'oubliez pas le télébingo de dimanche 8 avril, 1 200 $ en prix, dont 1 000 $ pour la carte pleine. Bonne chance et bonne semaine! Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC.
Informatique Barrest offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.